Victor Hugo. L'archipel de la Manche. Chapitre. Les anciens cataclysmes. À côte, la pression du courant du pôle déforme notre falaise ouest, la muraille que nous avons sur la mer éminée de Saint-Valery-sur-Somme a un gouvilleude. Vaste bloc s'écroule, l'eau roule des nuages de galets, nos ports sans sable ou sans pierre, l'embouchure de nos œufs se barre, chaque jour un pan de la terre normande se détache et disparaît sous le haut. Ce prodigieux travail, aujourd'hui ralenti, a été terrible, il a fallu pour le contenir cet éperon immense, le Finistère, qu'on juge de la force du polaire et de la violence de cet ahouillement par le creux qu'il a fait entre Cherbourg et Brest. Cette formation du golfe de la Manche aux dépens du sol français est antérieure au temps historique. La dernière voie de fait décisive de l'océan sur notre côte a pourtant date certaine. En 709, 60 ans avant l'avènement de Charlemagne, un coup de mer a détaché Jersey de la France, d'autres sommets des terres antérieurement submergées sont l'archipel de la Manche Chapitrie. Comme Jersey, visible, ces pointes qui sortent de l'eau, sont des îles, c'est ce qu'on nomme l'archipel normand. Il y a là une laborieuse fourmilière humaine. À l'industrie de la mer qui avait fait une ruine, a succédé l'industrie de l'homme qui a fait un peuple. N. Chapitre y Guernesey. Granit au sud, sable au nord. Ici des escarpements, là des dunes, un plan incliné de prairies avec des ondulations de collines et des reliefs de roches. Pour frange à ce tapis vert froncé de pluie, l'écume de l'océan. Le long de la côte, des batteries rasantes, des tours à meurtrières, de distance en distance. Sur toute la plage basse, un parapet massif, coupé de créneaux et d'escaliers, que le sable envahit, et qu'attaque le haut, unique assiégeant à craindre. Des moulins dématés par les tempêtes, quelques-uns, au Val, à la Vieille-au-Roi, à Saint-Pierre-Port, à Torteval, tournant encore. Dans la falaise, des ancrages, dans les dunes, des troupeaux. Le chien du berger et le chien du toucheur de bœufs en quête et en travail, les petites charrettes des marchands de la ville galopant dans les chemins creux, souvent des maisons noires, goudronnées à l'ouest à cause des pluies, coqs, poules fumier, partout des murs cyclopéens, ceux de l'ancien Havre, malheureusement détruits, étaient admirables avec leurs blocs informes, leurs poteaux puissants et leurs lourdes chaînes, des fermes. L'archipel de la Manche Chapitrie. À encadrement de futaies. Les champs murés à hauteur d'appui avec des cordons de pierre sèche dessinant sur les plaines un bizarre échiquier. Ça et là, un rempart autour d'un chardon, des chaumières en granit, des huttes casemates, des cabanes à dés et le boulet. Parfois, dans le lieu le plus sauvage, un petit bâtiment neuf, surmonté d'une cloche, qui est une école. 2 ou 3 ruisseaux dans des fonds de prés ormes et chênes. Un lys fait exprès, qui n'est que là, Guernsey-Lily. Dans la cesson des grands labours, des charrues à 8 chevaux. Devant les maisons, de larges meules de foin portées sur un cercle de bornes de pierre. Des tas d'ajoncs épineux, parfois des jardins de l'ancien style français, à ifs taillés, à buts façonnés, à vases rocailles mêlés au verger et au potager. Des heures d'amateurs dans des enclos de paysans, des rhododendrons parmi les pommes de terre. Partout sur l'herbe des étalages de varech, couleur oreilladard. Dans les cimetières, pas de croix, des larmes de pierre imitant au clair de lune des dames blanches debout. 10 clochers gothiques sur l'horizon, vieilles églises, dogme neuf. Le rite protestant logé dans l'architecture catholique. Dans les sables et sur les capes, la sombre énigme celtique éparse sous ses formes diverses. Maniropelven, longue pierre, pierre des fées, pierre branlante, pierre sonnante, galerie, cromlech, dolmen, bouclet. Toutes sortes de traces, après les druides, les abbés, après les abbés, les recteurs, des souvenirs de chute du ciel, à une pointe Lucifée, au château de Michel-Archange, à l'autre pointe Icare, au cap d'Icare, presque autant de Hurlivet que l'été, voilà Guernesey. N. Chapitre I. Guernesey, suite. Forte, nul pâturage meilleur, le froment est célèbre, les vaches sont illustres, les génisses des herbages de Saint-Pierre-du-Bois sont les égales des moutons lauréats. Plateau de Confolne, les comices agricoles de France et d'Angleterre couronnent les chefs-d'œuvre que font les sillons et les prairies de Guernesey. L'agriculture est servie par une voirie fort bien entendue, et un ex-celle réseau de circulation vivieux toute l'île. Les routes sont très bonnes. À l'embranchement de 2 routes on voit à terre une pierre plate avec une croix, le plus ancien bailli de Guernesey, celui de 1284, le premier de la liste, Gaultier de la Salte, a été pendu pour fait d'iniquité judiciaire. Cette croix, dite la croix au baïf, marque le lieu de son dernier agenouillement et de sa dernière prière.
La mer dans les anses et les baies est égayée par les cordes morts, grosses tout bariolées en pain de sucre, quadrillées de rouge et de blanc, mi-parties de noir et de jaune chiné de vert, de bleu et d'orange, lausan. L'archipel de la Manche chapitre I. G. Jaspé et marbré, autant à heure d'eau, on entend par endroits le chant monotone des équipes allant quelques navires, et tirant le taurope, non moins que les poissonniers, les laboureurs ont l'air contents. Les jardiniers de même, le sol, saturé de poussière de roche, est puissant. L'engrais, qui est de tangue et de goémon, ajoute le sel au granit. D'où une vitalité extraordinaire, la sève fait merveille. Magnolia, myrte, daphné et lorissa rose, hortensia bleu. Les fuchsias sont excessifs, il y a des arcades de verbennes trifile, il y a des murailles de géranium, l'orange et le citron viennent en pleine terre, le raisin point, il ne mûrit qu'en serre. Là, il est excellent, les camélias sont arbres, on voit dans les jardins la heure de l'aloès plus haute qu'une maison. Rien de plus opulent et de plus prodigue que cette végétation masquant et ornant les façades coquettes des villas et des cottages. Guernesey, gracieuse d'un côté, et de l'autre terrible, l'ouest, dévasté, et sous le souhait du large. Là, les brisants, les rafales, les criques d'échouage, les barques rapiécées, les jachères, les landes, les masures, parfois un amour bas et frissonnant, les troupeaux maigres, l'herbe courte et salée, et le grand aspect de la pauvreté sévère. Liaou est une petite île tout à côté, déserte, accessible à mer basse, elle est pleine de broussailles et de terriers, les lapins de Liaou savent les heures, ils ne sortent de leur trou qu'à marée haute, ils narguent l'homme leur ami l'océan les isole, ces grandes fraternités, c'est toute la nature. Si l'on creuse les alluvions de la baie Vazon, on y trouve des arbres, il y a là, sous une mystérieuse épaisseur de sable, une forêt. Les pêcheurs rudoyés de cet ouest battu des vents font des pilotes habiles. La mer est particulière dans les îles de la Manche, la baie de Cancale, tout proche, est le point du monde où les marées marnent le plus. N. Chapitre Yves l'herbe. G. C'est l'herbe de partout, un peu plus riche pourtant, une prairie à Guernesey, c'est presque le gazon de Cluj ou de Gémeaux, vous y trouvez des fétuques et des pas. Turin, comme dans la première herbe venue, plus le brome mollet aux épillets en fuseau, plus le falari des Canaries, la grosse tide qui donne une teinture verte, l'ivraie grasse, la houlque qui a de la laine sur sa tige, la houve qui sent bon, la mourette qui tremble, le souci pluvial, la éole, le vulpin dont l'épi semble une petite massue, le stipe propre à faire des paniers, les limes utiles à xer les sables mouvants. Est-ce tout? Non, il y a encore le dactyle dont les heures se pelotonnent, le panimillet, et même, selon quelques agronomes indigènes, l'andropogon. Il y a la crépide à feuilles de pissenlit qui marque l'heure, et le laiteron de Sibérie qui annonce le temps. Tout cela, c'est de l'herbe, mais n'a pas qui veut cette herbe, c'est l'herbe propre à l'archipel, il faut le granit pour sous-sol, et l'océan pour arrosoir. Maintenant faites courir là-dedans et faites voler là-dessus 1000 insectes, les uns hideux, les autres charmants. Sous l'herbe, les longicornes, les longinases, les calandres, les fourmis occupées à traire les pucerons leurs vaches, les sauterelles baveuses, la coccinelle, bête du bon Dieu, et le taupin, bête du diable. Sur l'herbe, dans l'air, la libellule, l'ichneumon, la guêpe, les cétoines d'or, les bourdons de velours, les émérobes de dentelle, les crisiers au ventre rouge, les volucelles tapageuses, et vous aurez quelque idée du spectacle plein de rêveries qu'en juin, à midi, la croupe de Gerbourg ou de Fermin-Bas aura un entomologiste un peu songeur, et à un poète un peu naturaliste. Tout à coup vous apercevez sous ce doux gazon vert une petite dalle carrée où sont gravées ces deux lettres, W. Dès ce qui signifie Var de Partme, c'est-à-dire département de la guerre. C'est juste, il faut bien que la civilisation se montre. Sans cela l'endroit serait sauvage, allez sur les bords du Rhin. Cherchez les recoins les plus ignorés de cette nature. Sur de certains points le paysage a tant de majesté qu'il semble pontical. On dirait que Dieu est plus présent là qu'ailleurs. Enfoncez-vous dans les asiles où les montagnes font le plus de solitude et où les bois font le plus de silence. Choisissez, je suppose, Anderna et ses environs. Faites visite à cet obscur et impassible lac de l'Ain, presque mystérieux tant il est inconnu. Pas de tranquillité plus auguste, la vie universelle est là dans toute sa sérénité religieuse. Nul trouble, partout l'ordre profond du grand désordre naturel. Promenez-vous, attendri, dans ce désert, il est voluptueux comme le printemps et mélancolique comme l'automne. Cheminez au hasard,
Laissez derrière vous la baille en ruine. Perdez-vous dans la paix touchante des ravins, parmi les chants d'oiseaux et les bruits de feuilles. Buvez dans le creux de votre main l'eau des sources. Marchez, méditez, oubliez. Une chaumière se présente, elle marque l'angle d'un hameau enfoui sous les arbres. Elle est verte, embaumée, charmante, toute vêtue de lierre et de heurts, pleine d'enfants et de rires. Vous approchez au coin de la cabane couverte d'une éclatante déchirure d'ombre et de soleil, sur une vieille pierre de ce vieux mur, au-dessous du nom du hameau, Liederbrézig, où vous lisez, 22 Landou, bataillon, de con. Vous vous croyez dans un village, vous êtes dans un régiment, tel est l'homme. N. Chapitre V. Les risques de mer. Et partout sur la côte ouest de Guernesey, les vagues l'ont savamment déchiqueté. La nuit, sur la pointe des rochers suspects, des clartés invraisemblables. Aperçus, dit-on, et armés par des rôdeurs de mer, avertissent ou trompent, ces mêmes rôdeurs, hardis et crédules, distinguent sous l'eau l'holoturion des légendes, cette ortie marine et infernale qu'on ne peut toucher sans que la main prenne feu, telle dénomination locale, un jeu, par exemple du gallois, Tintagel, indique la présence du diable, Eustache, Pied-Ouas, le dit dans ses vieux vers. Donc commence sa mère à Méléone la croistre et à troubler, noircir il cieux, noircir la nuit. Toast fuste la mer tout espandue. Cette manche est aussi insoumise aujourd'hui qu'autant de thé. Gréguet d'Ombrafel, d'Amondu le Noir et du chevalier Mirlido, réfugiés à l'île de Groix, près de Quimperlé. Il y a, dans ces parages, des coups de théâtre de l'océan desquels il faut se déhayer. Celui-ci par exemple, qui est un des caprices les plus fréquents de la rose des vents des Channel Islands, une tempête sous eux du Suté. Le calme arrive, calme complet, vous respirez, cela dure parfois 1 heure, tout à coup l'ouragan, disparu au Suté revient du nord, il vous prenait en queue, il vous prend en tête, c'est la tempête inverse, si vous n'êtes pas un ancien pilote et un vieil habitué, si vous n'avez pas, frottant du calme, pris la précaution de renverser votre manœuvre pendant que le vent se renversait, c'est ni, le navire se disloque et sombre. Ribeyrolles, qui est allé mourir au Brésil, écrivait à bâton rompu, dans son séjour à Guernesey, un mémento personnel des faits quotidiens, dont une feuille est sous nos yeux, un janvier, et traîne, une tempête, un navire arrivant de Portrieux, s'est perdu hier sur l'esplanade. 2. 3 m'a perdu à la Roquenne, il venait d'Amérique, 7 hommes morts, 21 sauvés, 3. Le paquet n'est pas venu, 4. La tempête continue, 14. Pluie, éboulement aux terres qui a tué un homme. 15. Gros temps, le tonne n'a pu partir, 22. Brusque bourrasque, 5 sinistres sur la côte ouest, 24. La tempête persiste, naufrage de tous côtés. Presque jamais de repos dans ce coin de l'océan, de là les cris de mouettes jetés à travers les siècles dans cette rafale sans haine par l'antique poète inquiet Liwaraenos Jérémie de la mer. Mais le gros temps n'est pas le plus grand risque de cette navigation de l'archipel. La bourrasque est violente, et la violence avertie, on rentre au port, où l'on met à la cape, en ayant soin de placer le centre dehors des voiles au plus bas. S'il survente, on cargue tout et l'on peut se tirer d'affaire. Les grands périls de ces parages sont les périls invisibles, toujours présents, et d'autant plus funestes que le temps est plus beau. Dans ces rencontres-là, une manœuvre spéciale est nécessaire. Les marins de l'ouest de Guernesey excellent dans cette sorte de manœuvre qu'on pourrait nommer préventive. Personne n'a étudié comme les 3 dangers de la mer tranquille, le singe, l'anuble et le déruble. Le singe swinge, c'est le courant, l'anuble lieu obscur, c'est le bas-fond. Le déruble qu'on prononce le terrible, c'est le tourbillon, le nombril, l'entonnoir de roches sous-jacentes, le puits sous la mer. N. Chapitre Vie. Les rochers. La Manche, la côte est presque partout sauvage, ces îles sont de riants intérieurs, d'un abord âpre et bourru. La Manche étant une quasi-méditerranée, la vague est courte et violente, l'eau est un clapotement, de là un bizarre martèlement des falaises, et l'ahouillement profond de la côte. Qui longe cette côte passe par une série de mirages. À chaque instant le rocher essaie de vous faire sa dupe. Où les illusions vont-elles se nicher? Dans le granit. Rien de plus étrange, d'énormes crapauds de pierre sont là, sortis de l'eau sans doute pour respirer. Des nonnes géantes se hâtent, penchées sur l'horizon. Les plis pétris et de leurs voiles ont la forme de la fuite du vent. Des rois à couronne plutonienne méditent sur de massifs trônes à qui l'écume n'est pas épargnée. Des êtres quelconques enfouis dans la roche dressent leurs bras dehors. On voit les doigts des mains ouvertes. Tout cela c'est la côte informe. Approchez. Il n'y a plus rien.
La pierre a de ses évanouissements. Voici une forteresse. Voici un temple. L'archipel de la Manche chapitre vie. Fruste. Voici un chaos de masures et de murs démantelés. Tout l'arrachement d'une ville déserte. Il n'existe ni ville ni temple, ni forteresse. C'est la falaise, à mesure qu'on s'avance ou qu'on s'éloigne ou qu'on dérive ou qu'on tourne. La rive se défait. Pas de kaléidoscope plus prompt à l'écroulement. Les aspects se désagrégeant pour se recomposer. La perspective fait des siennes. Ce bloc est un trépied. Puis c'est un lion. Puis c'est un ange et il ouvre les ailes. Puis c'est une bure assise qui lit dans un livre. Rien ne change de forme comme les nuages, si ce n'est les rochers. Ces formes éveillent l'idée de grandeur, non de beauté. Loin de là, elles sont parfois maladives et hideuses. La roche a des nodosités, des tumeurs, des kystes, des ecchymoses, des loupes, des verrues. Les monts sont les gibbosités de la terre. Madame de Staël entendant M. de Chateaubriand, qui avait les épaules un peu hautes, mal parler des Alpes disait « jalousie de bossu ». Les grandes lignes et les grandes majestés de la nature, le niveau des mers, la silhouette des montagnes, le sombre des forêts, le bleu du ciel, se compliquent on ne sait quelle dislocation énorme mêlée à l'harmonie. La beauté a ses lignes, la diormité a les siennes. Il y a le sourire et il y a le rictus. La désagrégation fait sur la roche les mêmes œufs et que sur la nuée. Ceci ôte et se décompose, ceci est stable et incohérent. Un reste d'angoisse du chaos et dans la création, les splendeurs ont des balafres. Une laideur, éblouissante parfois, se mêle aux choses les plus maniques et semble protester contre l'ordre. Il y a de la grimace dans le nuage, il y a un grotesque céleste. Toutes les lignes sont brisées dans le haut, dans le feuillage, dans le rocher et on ne sait quelle parodie s'y laisse entrevoir. L'informe y domine, jamais un contour n'y est correct. Grand, oui, pur non, examinez les nuages, toutes sortes de visages s'y dessinent, toutes sortes de ressemblances s'y montrent, toutes sortes de gures s'y esquissent, cherchez y un pro-el grec. Vous y trouverez California Liban, non Vénus et jamais vous n'y verrez le Parthénon, mais parfois, à la nuit tombante quelques grandes tables d'ombre posées sur des jambages de nuées et entourées de blocs de brume ébauchera dans le livide ciel crépusculaire un cromlech immense et monstrueux. N. Chapitre vie. Paysage et océan mêlés. Géométrie sont monumentales. Quelques-unes dressent au bord des chemins un pan de murs plantés comme un décor où sont percés côte à côte la porte charretière et la porte piétonne. Le temps a creusé dans les chambranles et les cintres des refends profonds où la tortue champêtre abrite l'éclosion de ses spores, et où il n'est point rare de trouver des chauves-souris endormies. Les hameaux sous les arbres sont décrépits et vivaces. Les chaumières ont des vieillesses de cathédrale. Une cabane de pierre, route des Ubis, a dans son mur une encoignure avec un tronçon de colonnette et cette date 1405. Une autre, du côté de Balmoral, autre sur sa façade, comme les maisons paysannes de Hernani et d'Astigarac, un blason sculpté en pleine pierre. À chaque pas, on voit dans les fermes les croisées à mailles losangées, les tourelles escaliers et les archivoltes de la Renaissance, pas une porte qui n'ait son montoir à bidet, en granit. D'autres cabanes ont été des barques, une coque de bateau renversée. Et juchées sur des pieux et des traverses, cela fait un toit, une nef, la cale en haut, c'est une église, la voûte en bas, c'est un navire, le récipient de la prière, retourné, dompte la mer. Dans les paroisses arides de l'Ouest, le puits banal, avec son petit dôme de maçonnerie blanche au milieu des friches, imite presque le marabout arabe, une solive trouée avec une pierre pour pivot ferme là et d'un champ. On reconnaît à de certaines marques les échaliers sur lesquels les lutins et les auxcriniers se mettent à cheval la nuit. Les ravins étalent pêle-mêle sur leurs talus les fougères, les liserons, les roses de loup, les houx aux graines écarlates, l'épine blanche, l'épine rose, l'aïeble d'Écosse, le troène, et ses longues lanières plissées, dites collerette de Henri-Yves. Dans toute cette herbe pullule et prospère un épilobe à gousse, fort brouté des bourriques, ce que la botanique exprime avec élégance et pudeur par le mot onagrarié. Partout des fourrés, des charmilles, toutes sortes de breuilles, des épaisseurs vertes ou ramages en ondélé, guettés par un monde rampant, merle, linotte, rouge-gorge, jet, torquis, le loriot des Ardennes se hâte à tire d'aile, des volets détournent aux manœuvres en spirale, ailleurs le verdier, le chardonneret, la covette picarde, la corneille aux pieds rouges, ça et là une couleuvre. De petites chutes d'eau nées dans des encaissements de bois vermoulu qui laissent échapper des gouttes, font tourner des moulins dont on entend le battement sous les branchages. Quelques cours de ferme ont encore à leur centre le pressoir à cidre et le vieux cercle de pierre creuse où roulait la roue à broyer les pommes,
Les bestiaux boivent dans des auges pareilles à des sarcophages. Un roi celte a peut-être pourri dans ce cours de granit où s'abreuve paisiblement la vache, qui a les yeux de Junon. Les grimpereaux et les hochequeux viennent en familiarité aimable piller le grain des poules. Le long de la mer tout est fauve, le vent use l'herbe que le soleil brûle. Quelques églises ont un caparaçon de lierre qui court jusqu'au clocher. Par endroits, dans les bruyères désertes, une excroissance de rochers s'achève en chaumière. Les bateaux tirés à terre, faute de port, sont arc-boutés sur de grosses pierres. Les voiles des barques qu'on voit à l'horizon sont plutôt couleur d'ocre ou jaune saumon que blanche. Du côté de la pluie et de la bise, les arbres ont une fourrure de lichen. Les pierres elles-mêmes semblent prendre leurs précautions et ont une peau de mousse drue et dense. Il y a des murmures, des souhaits, des froissements de branches, de brusques passages d'oiseaux de mer, quelques-uns avec un poisson d'arge au bec, une abondance de papillons variant de couleur selon la saison, et toutes sortes de profonds tumultes dans les rochers sonores. Des chevaux au vert galopent à travers les jachères, ils se roulent, bondissent, s'arrêtent, font fête au vent de toutes leurs crinières, et regardent devant eux dans l'espace les eaux qui se suppléent indéniement, mais les vieilles bâtisses rurales et marines se couvrent de gyroées, en juin, de lilas de murailles. Dans les dunes, des batteries s'écroulent, la désuétude des canons prôte aux paysans, des laits de pêcheurs sèchent sur les embrasures, entre les quatre murs du blocos démantelé, un âne errant, ou une chèvre au piquet, broutent le gazon d'Espagne et le chardon bleu, des enfants de minurie, on voit dans les sentiers les jeux de mérelles qu'ils y tracent. Le soir, le soleil couchant, radieusement horizontal, éclaire dans les chemins creux le lent retour des génisses s'attardant à mordre les ais à droite et à gauche, ce qui fait aboyer le chien. Les sauvages caps de l'ouest s'enfoncent en ondulant sous la mer, quelques rares tamarins y frémissent, au crépuscule, les murs cyclopéens, laissant passer le jour à travers leurs pierres, font au haut des collines de longues crêtes de guipure noire. Le bruit du vent écouté dans ces solitudes donne une sensation de lointaine extraordinaire. N. Chapitre VI. Saint-Pierre-Port. P.P. Guernesey a été bâti jadis en maison de bois sculpté. À portée de Saint-Malo, une belle maison de pierre du XVIe siècle subsiste encore dans la grande Daru. Saint-Pierre-Port et Port-Franc. La ville est étagée sur un charmant désordre de vallées et de collines froncées autour du vieux Havre comme si elle avait été prise à poignée par un géant. Les ravins font les rues, des escaliers abrègent les détours, les rues fort roides sont montées et descendues au galop par les excellents attelages anglo-normands. Sur la grande place, les femmes du marché, assises en plein air sur le pavé, reçoivent les averses de l'ivée, mais il y a à quelques pas la statue de bronze d'un prince, il tombe par an un pied d'eau à Jersey, et 10 pouces et demi à Guernesey. Les poissonniers sont mieux traités que les maraîchers, la poissonnerie, vaste halle couverte, a des tables de marbre où s'étalent magnifiquement les pêches, souvent miraculeuses, de guet. Nézet. Il n'y a point de bibliothèque publique, il y a une société mécanique et littéraire, il y a un collège, on édit le plus d'églises qu'on peut. Quand elles sont bâties, on les fait approuver par les seigneurs du conseil. Il n'est point rare de voir passer dans la rue des chariots portant les feunetrages ogives en bois donnés par tel charpentier à telle église. Il y a un palais de justice, les juges, vêtus de violet, opinent à haute voix, au siècle dernier, les bouchers ne pouvaient pas vendre une livre de bœuf ou de mouton avant que les magistrats eussent choisi leur viande. Force chapelles particulières protestent contre les églises au ciel. Entrez dans une de ces chapelles, vous entendrez un paysan expliquer à d'autres le nestorianisme, c'est-à-dire la nuance entre la mère du Christ et la mère de Dieu, ou enseigner comme quoi le Père est puissance, tandis que le Fils n'est qu'une sorte de puissance, ce qui ressemble fort à l'hérésie d'Abélard. Les Irlandais catholiques foisonnent, peu patients, de façon que les discussions théologiques sont parfois ponctuées de coups de poing orthodoxes. La stagnation du dimanche fait loi, tout est permis, excepté de boire un verre de bière le dimanche. Si vous aviez soif le saint jour du sabbat, vous scandaliseriez le digne amo chic qui a licence pour vendre de lait et du cidre d'Anzistrée. Loi du dimanche, chanter sans boire, en dehors de la prière, on ne dit pas « Mon Dieu », on dit « Mon bon ». Goudran Place Gaude, une jeune sous-maîtresse française d'un pensionnat, ayant ramassé ses ciseaux avec cette interjection « Ah mon Dieu », fut congédiée pour avoir juré, on est plus biblique encore qu'évangélique. Il y a un théâtre, une porte bâtarde, donnant sur un corridor dans une rue déserte, telle est l'entrée. L'intérieur se rapproche du style d'architecture adopté pour les greniers à foin. Satan n'a pas de pompe, et est mal logé. Le théâtre a pour vis-à-vis la prison, autre logis du même individu. Sur la colline nord, au Castle Carré Solecisme, il faudrait dire California et Castle,
Il existe une précieuse collection de tableaux, la plupart espagnols, publics, ce serait un musée. Dans certaines maisons aristocratiques, subsistent des spécimens curieux de ce carrelage peint de Hollande dont est tapissée la cheminée du phare Pierre à Sardame, et de ces magnifiques tentures de faïence, dites en Portugal azuleiro, produit d'un grand art. La faïencerie ancienne, ressuscitée aujourd'hui, plus admirable que jamais grâce à des initiateurs comme le docteur Lasalle, à des fabriques comme Première, et à des potiers peintres comme Deck et Devers. La chaussée d'Antin de Jersey se nomme Rouge Bouillon, le faubourg Saint-Germain de Guernesey se nomme Les Roets. Les belles rues correctes y abondent, toutes coupées de jardins. Il y a à Saint-Pierre-Port autant d'arbres que de toits, plus de nids que de maisons, et plus de bruit d'oiseaux que de bruit de voitures. Les Roets ont la grande apparence patricienne des quartiers hautains de Londres, et sont blancs et propres, traverser un ravin, enjamber Mistrèche, entrer dans une sorte d'aine. Taille entre deux hautes maisons, monter un étroit et interminable degré à coups tortueux et à dalles branlantes. Vous êtes dans une ville bédouine, masure, fondrière, ruelle des pavés, pignons brûlés, logis effondrés, chambres désertes sans porte ni fenêtre où l'herbe pousse, des poutres traversant la rue, des ruines barrant le passage, ça et là une bicoque habitée, de petits garçons nus, des femmes pâles. On se croise à chat. À Saint-Pierre-Port, on n'est pas horloger, on est montrier. On n'est pas commissaire-priseur, on est encanteur, on n'est pas badigeonneur, on est picturier, on n'est pas maçon, on est plâtreur, on n'est pas pédicure, on est chiropodiste, on n'est pas cuisinier, on est cook, on ne frappe pas à la porte, on tape à l'œil. Madame Pescott est agente de douane et fournisseur de navires. Un barbier annonçait dans sa boutique la mort de Wellington en ces termes: le commandant des Soudards est mort. Des femmes vont de porte en porte revendre de petites pacotilles achetées au bazar ou au marché. Cette industrie s'appelle chiner. Les chineuses, très pauvres, gagnent à grande peine quelques doubles dans leur journée. Voici un mot d'une chineuse: savez-vous que c'est bien joli? J'ai mis de côté dans ma semaine 7 sous. Un passant de nos amis donna un jour à l'une d'elles 5 francs. Elle dit: merci bien, monsieur. Voilà qui va me permettre d'acheter en gros. Au mois de mai, les yachts commencent à arriver. La rade se peuple de navires de plaisance, la plupart gréés en goélette, quelques-uns à vapeur. Tel yacht coûte à son propriétaire 100 000 francs par mois. Le cricket prospère, la boxe décroît, les sociétés de tempérance règnent, fort utilement, disons sales elles ont leur procession, et promènent leur bannière avec un appareil presque maçonnique qui atteindrit même les cabaretiers. On entend les tavernières dire aux ivrognes en les servant: buvez en un var, n'en boivez pas une bouteille. La population est saine, belle et bonne, la prison de la ville est très souvent vide. À Christmas, le geôlier, quand il a des prisonniers, leur donne un petit banquet de famille. L'architecture locale a des fantaisies tenaces. La ville de Saint-Pierre-Port est d'elle à la reine, à la Bible, et aux fenêtres et guillotines. L'été, les hommes se baignent nus. Un caleçon est une indécence. Il souligne. Les mères excellents à vêtir les enfants. Rien n'est joli comme cette variété de petites toilettes, coquettement inventées. Les enfants vont seuls dans les rues, quénance touchante et douce. Les marmots mènent les bébés. En fait de mode, Guernesey copie Paris. Pas toujours. Quelquefois des rouges vifs ou des bleus crus révèlent l'alliance anglaise. Pourtant nous avons entendu une modiste locale, conseillant une élégante indigène, protester contre l'indigo et l'écarlate et ajouter cette observation délicate: je trouve une couleur bien d'âme et bien comme il faut un beau penser. La charpenterie maritime de Guernesey est renommée. Le carénage regorge de bâtiments au radoux. On tire les navires à terre au son de la hutte. Le joueur de hutte, disent les maîtres charpentiers, fait plus de besogne qu'un ouvrier. Saint-Pierre-Port a un pollet comme Dieppe et un strand comme Londres. Un homme du monde ne se montrerait pas dans la rue avec un album ou un portefeuille sous le bras, mais va au marché le samedi et porte un panier. Le passage d'une personne royale a servi de prétexte à une tour. On enterre dans la ville. La rue du Collège longe et côtoie à droite et à gauche 2 cimetières. Une tombe de février 1610 fait partie d'un mur. Livreuse est un square de gazon et d'arbres comparable au plus beau carré des Champs-Élysées de Paris. Avec la mer de plus, on voit, aux vitrines de l'élégant bar dit les Arcades, des haches telles que celle-ci. Ici se vend le parfum recommandé par le 6e régiment d'artillerie. La ville est traversée en toussant par des aquais chargés de barils de bière ou de sacs de charbon de terre. Le promeneur peut lire encore ça et là d'autres annonces. Ici, on continue à prêter un joli taureau comme par le passé. Ici, on donne le plus haut prix pour chic.
plomb, verre, os. À vendre, de nouvelles pommes de terre rognonnes, au choix. À vendre, rame à pois, quelques tonnes d'avoine pour chat, un service complet de porte en glissé pour un salon, comme aussi un cochon gras, ferme de mon plaisir, Saint-Jacques à vendre, de bons sous-bas dernièrement bahusés des carreaux et jaunes par le sang, et une bonne seringue française, s'adresser au moulin de l'échelle Saint-André défense d'habiller du poisson et de déposer des encombriers, à vendre un âne donnant lait, et N. Chapitre X. Jersey, Origny, Sercq. La Manche sont des morceaux de France tombés dans la mer et ramassés par l'Angleterre, de là une nationalité complexe. Les Jersiais et les Guernésiens ne sont certainement pas anglais sans le vouloir, mais ils sont français sans le savoir, s'ils le savent, ils tiennent à l'oublier, cela se voit un peu aux Français qu'ils parlent. L'archipel est fait de 4 îles, 2 grandes, Jersey et Guernesey, et 2 petites, Origny et Sercq. Sans compter les îlots, Horta, les Casquets, Hermes-Gétou, et les îlots et les écueils dans cette vieille Gaule sont volontiers Cali et Hou. Origny à Burou, Sercq à Brec ou Guernesey à Liaou et Gétou, Jersey à les Écrets ou Granville à le Piraou il y a le Cap La Hougue Baille, la Hougue des Pommiers, les Oumèques, il y a l'île de Chouzet, l'écueil Choix, et que ce remarquable radical de la langue primitive, se retrouve partout Oule, Huée, Ur, Ourc, Our échafaud, vieux mogo ou poron requin, hurlement, hulotte, chouette, bouchouan, et qu'il transperce dans les deux mots qui expriment l'indéni, onda et und, il est dans les 2 mots qui expriment le doute, ou et où. Sercq est la moitié d'Origny, Origny est le quart de Guernesey, Guernesey est les 2 tiers de Jersey. Toute l'île de Jersey est exactement grande comme la ville de Londres. Il faudrait pour faire la France 2700 Jersey. Au calcul de Charassin, excellent agronome pratique, la France, si elle était cultivée comme Jersey, pourrait nourrir 270 millions d'hommes, toute l'Europe. Des 4 îles, Sercq, la plus petite, et la plus belle. Jersey, la plus grande, et la plus jolie, Guernesey, sauvage et riante participe des 2. Il existe à Sercq une mine d'arge, inexploitée à cause de la faiblesse du rendement. Jersey a 56 000 habitants, Guernesey 30 000. Origny 4 500, Sercq 600, Liou, un seul, de l'une de ces îles à l'autre, d'Origny à Guernesey et de Guernesey à Jersey, il y a l'enjambée d'une botte de 7 lieues. Le bras de mer s'appelle entre Guernesey et Hermes le Petit Rueux, et entre Hermes et Sercq le Grand Ruau. La pointe de France la plus proche est le cap Flamanville. De Guernesey on entend le canon de Cherbourg, et de Cherbourg on entend le tonnerre de Guernesey. Les orages sur l'archipel de la Manche, nous l'avons dit, sont terribles. Les archipels sont les pays du vent. Entre chaque île, il y a un corridor qui fait souhait. Loi mauvaise pour la mer et bonne pour la terre. Le vent emporte les miasmes et apporte les naufrages. Cette loi est sur les Channel Islands comme sur les autres archipels. Le choléra a glissé sur Jersey et Guernesey. Il y eut pourtant à Guernesey au Moyen Âge une si furieuse épidémie qu'un baillif brûla les archives pour détruire la peste. On nomme volontiers ces îles en France îles anglaises et en Angleterre îles normandes. Les îles de la Manche battent monnaie, de cuivre seulement. Une voie romaine, encore visible, menait de Coutances à Jersey. C'est en 709, nous l'avons dit, que l'océan a arraché Jersey à la France. 12 paroisses furent englouties. Des familles actuellement vivantes en Normandie ont encore la seigneurie de ces paroisses. Leur droit divin est sous l'eau. Cela arrive au droit divin. N. Chapitre X. Histoire, légende, religion. Primitive de Guernesey appartenait à un seul seigneur, Néel, vicomte de Cotentin, vaincu à la bataille des Dunes en 1047. En ce temps-là, au dire de Dumarès qu'il y avait dans les îles de la Manche un volcan. La date des 12 paroisses de Jersey est inscrite dans le livre noir de la cathédrale de Coutances. Le sire de Bricbec s'intitulait baron de Guernesey. Origny était l'EF d'Henri l'Artisan. Jersey a subi 2 voleurs, César et Rollon. Haro est un cri au ducat. Rollo. À moins qu'il ne vienne du Saxen-Aran. Crier. Le cri Haro se répète 3 fois. À genoux. Sur la grande route. Et tout travail cesse dans le lieu où le cri a été poussé jusqu'à ce que justice ait été rendue. Avant Rollon, duc des Normands, il y avait eu, sur l'archipel, Salomon, roi des Bretons, de là beaucoup de Normandie à Jersey et beaucoup de Bretagne à Guernesey. La nature y répercute l'histoire. Jersey a plus de prairies, et Guernesey plus de rochers. Jersey est plus verte et Guernesey plus âpre.
Les gentilshommes couvraient les îles. Le comte d'Essex a laissé une ruine à Aurigny, Essex Castle. Jersey à Montorgueil, Guernesey le château Cornet. Le château Cornet est construit sur un rocher qui a été un olme, ou homme. Cette métaphore se retrouve dans les casquets. Casque. Le château Cornet a été assiégé par le pirate Picard Eustache, et Montorgueil par du Guesclin. Les forteresses comme les femmes se vantent de leurs assiégeants quand ils sont illustres. Un pape, au XVe siècle, a déclaré Jersey et Guernesey îles neutres. Il songeait à la guerre, et non au schisme. Calvin, prêché à Jersey par Pierre Maurice et à Guernesey par Nicolas Baudouin, a fait son entrée dans l'archipel normand en 1563. Il y a prospéré, ainsi que Luther, fort gêné pourtant aujourd'hui par le wesleyanisme, excroissance du protestantisme qui contient l'avenir de l'Angleterre. Les églises abondent dans l'archipel, le détail vaut la peine qu'on y insiste. Partout des temples, la dévotion catholique est distancée. Un coin de terre de Jersey ou de Guernesey porte plus de chapelles que n'importe quel morceau de terre espagnole ou italienne de même grandeur. Méthodistes proprement dit, méthodistes primitifs, méthodistes connexes, méthodistes indépendants, baptistes, presbytériens, millénaires, quakers, bible chrétiens, brethren frères de Plymouth, non sectariens, et qu'ajouter l'église épiscopale anglicane, ajouter l'église romaine papiste. On voit à Jersey une chapelle mormone. On reconnaît les bibles orthodoxes à ce que Satan y est écrit sans majuscule. Satan, c'est bien fait. À propos de Satan, on est Voltaire. Le mot Voltaire est, à ce qu'il paraît, une des prononciations du nom de Satan. Quand il s'agit de Voltaire, toutes les dissidences se rallient. Le mormon coïncide avec l'anglican. L'accord se fait dans la colère. Et toutes les sectes ne sont plus qu'une haine. L'anathème à Voltaire est le point d'intersection de toutes les variétés du protestantisme. Un fait remarquable, c'est que le catholicisme déteste Voltaire, et que le protestantisme l'exècre. Genève enchérit sur Rome. Il y a crescendo dans la malédiction. Allah, sirve tant de pages éloquentes. Contre les dragonnades n'y font rien. Voltaire a nié le dogme, cela suité. Il a défendu les protestants, mais il a blessé le protestantisme. Les protestants le poursuivent d'une ingratitude orthodoxe. Quelqu'un qui avait à parler en public à Saint-Hélier pour une quête, fut prévenu que, s'il nommait Voltaire dans son speech, la quête avorterait. Tant que le passé aura assez de souhait pour avoir la parole, Voltaire sera rejeté. Écoutez toutes ces voix, il n'a ni génie, ni talent, ni esprit, on l'a insulté vieux, on le proscrit mort, il est éternellement discuté, c'est là sa gloire. Parler de Voltaire avec calme et justice, est-ce que c'est possible? Quand un homme domine un siècle et incarne le progrès, il n'a plus à à la critique, mais à la haine. Haine. Chapitre XI. Les vieux repères et les vieux saints. C'est le cercle. L'archipel de la Manche dessine le triangle. Quand on regarde sur une carte, ce qui est la vue à vol d'oiseau de l'homme, les Shan-Lalslan, un segment de mer triangulaire se découpe entre ces trois points culminants, Aurigny, qui marque la pointe nord, Guernesey, qui marque la pointe ouest, Jersey, qui marque la pointe sud. Chacune de ces trois îles-mères a autour d'elle ce qu'on pourrait nommer ses poussins d'îlots. Aurigny à Burou-Horta et les Casquets, Guernesey à Hermogetou et Lio Jersey ouvre du côté de la France le cintre de sa baie de Saint-Aubin, vers laquelle ces deux groupes, épars mais distincts, les Grelets et les Mi-Inquiets, semblent, dans le bleu de l'eau, qui est, comme l'air, un azur, se précipiter ainsi que deux essaims vers une porte de ruche, au centre de l'archipel, Cercle, à laquelle se rattache Bréca où est l'île aux Chèvres, et le trait d'union. Entre Guernesey et Jersey, la comparaison des Cyclades au Shan-Laislan eût certainement frappé l'école mystique et mythique qui, sous la Restauration, se rattachait à de Maistre par d'Extinct, et lui eût fourni matière à un symbole, l'archipel d'Ella arrondi, hors rotondo l'archipel de la Manche aiguë, hérissé, hargneux, anguleux, l'un pareil à l'harmonie, l'autre à la chicane, ce n'est pas pour rien que l'un est grec et que l'autre est normand. Jadis, avant les temps historiques, ces îles de la Manche étaient féroces. Les premiers insulaires étaient probablement de ces hommes primitifs dont le type se retrouve au Moulin-Guignon, et qui appartenaient à la race aux mâchoires rentrantes. Ils vivaient une moitié de l'année de poissons et de coquillages, et, l'autre moitié, d'épaves. Piller leurs côtes était leur ressource, ils ne connaissaient que deux saisons, la saison de pêche et la saison de naufrage. De même que les Groenlandais qui appellent l'été la chasse aux rennes et l'hiver la chasse aux phoques. Toutes ces îles, plus tard normandes, étaient des chardonnières, des roncerets, des trous à bêtes, des logis de Forban. Un vieux chroniqueur local dit énergiquement, ratière et piratière,
Les Romains y vinrent, et ne refaire à la probité qu'un pas médiocre, ils cruciaient les pirates, et célébraient les Furinales, c'est-à-dire la fête des loups. Cette fête se célèbre encore dans quelques-uns de nos villages le 25e juillet, et dans nos villes toute l'année. Jersey, Serques et Guernesey s'appelaient jadis Ange, Sarge et Bissarge. Aurigny et Redano, à moins que ce ne soit Annay, une légende armée que dans l'île des rats, Insulara Aurum, de la promiscuité des lapins mâles et des rats femelles, naît le cochet d'un Turquet coni. À en croire Furetière, abbé de Chalivoye, le même qui reprochait à La Fontaine d'ignorer la différence du bois engrume et du bois marmenteau, la France a été longtemps sans apercevoir Aurigny sur sa côte. Aurigny en ne tient dans l'histoire de Normandie qu'une place imperceptible. Rabelais pourtant connaissait l'archipel normand. Il nomme Hermes et Serques, qu'il appelle Cercle vous assure que telle est cette terre ici. Quelles autrefois les Velaisis le de Serques et Hermes entre Bretagne et Angleterre, édition de 1558. Lyon, p. 423. Les Casquets sont un redoutable lieu de naufrage. Les Anglais, il y a 200 ans, avaient pour industrie d'y repêcher des canons. Un de ces canons, couvert d'huîtres et de moules, est au musée de Valogne. Herme est un érémo, saint Tugdual, ami de saint Samson, a été en prière à Herme de même que saint Magloire à Cerques. Il y a eu des auréoles d'ermites sur toutes ces pointes d'écueil. Elle y est priée à Jersey, et Marcouf dans les rochers du Calvados. C'était le temps où l'ermite Éparchia devenait Saint-Cybard dans les cavernes d'Angoulême et où l'anachorète Crescentius, au fond des forêts de Trèves, faisait crouler un temple de Diane, en le regardant xément pendant 5 ans. C'est à Cerques, qui était son sanctuaire, son jeune homme que Magloire compose l'hymne de la Toussaint, refaite par Santeuil, ce loco edem gloria conscra. C'est de là encore qu'il jetait des pierres aux Saxons dont les autres pillards de vinrent à 2 reprises le déranger dans son oraison. L'archipel était aussi quelque peu incommodé à cette époque par la Moiridour, cacique de la colonie celte. De temps en temps Magloire passait l'eau, et allait se concerter avec le Mactierne de Guernesey, Nivou, lequel était un prophète. Magloire un jour, ayant fait un miracle, des vœux de ne plus manger de poisson. En outre, pour conserver les mœurs des chiens et ne point donner de coupable pensée à ses moines, il bannit de l'île de Cercle les chiennes, loi qui subsiste encore. Saint Magloire rendit à l'archipel plusieurs autres services. Il alla à Jersey mettre à la raison la populace qui avait, le jour de Noël, la mauvaise habitude de se changer en toutes sortes de bêtes, en l'honneur de Mitra. Saint Magloire t'ait cessé cet abus, ses reliques furent volées, sous le règne de Nominoé, feudataire de Charles le Chauve, par les moines de Lemlésinant. Tous ces faits sont prouvés par les bollandistes, ac sancti Marculfi, épiés par l'histoire ecclésiastique de l'abbé Trigan, Victrice de Rouen, ami de Martin de Tours, avait sa grotte à Cerques, qui, au XIe siècle, relevait de l'abbaye de Montebourg. À l'heure où nous parlons, Cerques est un nef immobilisé entre 40 tenanciers. N. Chapitre XI. Particularité locale. Sa monnaie à part, son patois à part, son gouvernement à part, ses préjugés à part, Jersey s'inquiète d'un Français propriétaire, s'il allait acheter toute l'île. À Jersey, défenseau. Étranger d'acheter de la terre, à Guernesey, permission. En revanche, l'austérité religieuse est moindre dans la première île que dans la seconde. Le dimanche jersiais a la clé des champs que n'a point le dimanche guénesiais. La Bible est exécutoire à Saint-Pierre-Port plus qu'à Saint-Hélier. L'achat d'une propriété à Guernesey se complique, particulièrement pour l'étranger ignorant. D'un péril singulier, l'acheteur répond sur son acquet, pendant 20 ans, de la situation commerciale et financière du vendeur telle qu'elle était au moment précis où la vente a eu lieu. D'autres enchevêtrements naissent de la diversité des monnaies et des mesures. Le cheligneux, notre ancien ascalin ou chelin, vaut 25 sous en Angleterre, 26 sous à Jersey, et 24 sous à Guernesey. Le poids de l'aréna, lui aussi, des caprices, la livre guernesiaise n'est pas la livre jersiaise, qui n'est pas la livre anglaise. À Guernesey on mesure le champ en verger et la verger en perche, ce mesurage change à Jersey. À Guernesey on ne se sert que d'argent français, et l'on ne nomme que l'argent anglais. Un franc s'appelle un dipence. L'absence de symétrie va jusque-là qu'il y a dans l'archipel plus de femmes que d'hommes, 6 femmes pour 5 hommes. Guernesey a eu beaucoup de sobriquets, quelques-uns archéologiques. Elle est pour les savants Granosiae et pour les loyaux la petite Angleterre. Elle ressemble en et par sa forme géométrale à l'Angleterre. Cerques serait son Irlande, mais une Irlande à l'est. Guernesey a dans ses eaux 200 variétés de testacés et 40 espèces d'éponges. Elle a été dédiée par les Romains à Saturne, mais par les Celtes à Gouin. Elle n'y a pas gagné grand-chose. Gouin est, comme Saturne, un mangeur d'enfants.
Elle a un vieux code français qui date de 1331 et qu'on intitule le précepte d'assises. De son côté, Jersey a 3 ou 4 vieilles tables normandes, la cour d'héritage, où ressortissent les F, la cour de Catel, qui est criminelle, la cour du billet, qui est un tribunal de commerce, et la cour du samedi, qui est une police correctionnelle. Guernesey exporte du vinaigre, du bétail et des fruits, mais surtout elle s'exporte elle-même. Son principal commerce, c'est le gypse et le granit. Guernesey a 305 maisons inhabitées. Pourquoi? La réponse, pour quelques-unes du moins, et peut-être dans un des chapitres de ce livre, les Russes baraqués à Jersey au commencement de ce siècle ont laissé leurs souvenirs dans les chevaux. Le cheval jersier est un composé singulier du cheval normand et du cheval cosaque. C'est un admirable coureur et un marcheur puissant. Il pourrait porter Tancrède et traîner Mazeppa. Au XVIIe siècle, il y a eu guerre civile entre Guernesey et le château Cornet, le château Cornet étant pour Stuart et Guernesey pour Cromwell. C'est à peu près comme si l'île Saint-Louis déclarait la guerre au quai des Ormes. À Jersey, il existe 2 factions, la Rose et le Laurier, diminutifs des Whigs et des Tories, la division, la hiérarchie, la caste, le compartiment, plaisent aux insulaires de cet archipel, si bien qu'Ali et la Normandie inconnue, les Guernésiens en particulier ont tellement le goût des îles qu'ils font des îles dans la population. En haut de ce petit ordre social, 60 familles et les 60 vivent à part, à mi-côte 40. Familles et les 40 font un autre groupe, également isolé. Autour est le peuple. Quant à l'autorité, tout à la fois locale et anglaise, elle se décompose ainsi: 10 paroisses, 10 recteurs, 20 connétables, 172 eunuies, une cour royale avec procureur et un contrôle, un parlement dit les États, 12 juges appelés juvats, un bailli-cali et baïf, balnivu et coronalor, disent les vieilles chartes. Pour loi la coutume de Normandie, le procureur est nommé par commission, et le baïf par patente, nuance anglaise fort sérieuse. Outre le baïf qui gouverne le civil, il y a le doyen qui règle le spirituel, et le gouverneur qui régit le militaire. Le détail des autres aussi est indiqué dans le tableau des messieurs qui ont les premiers postes dans l'île. N. Chapitre Xifi. Travail de la civilisation dans l'archipel. 7e port de l'Angleterre. En 1845, l'archipel possédait 440 navires jaugeant 42 000 tonneaux. Il se faisait dans son port un va-et-vient de 60 000 tonneaux entrants et de 54 000 tonneaux sortant sur 1265 navires de toutes nations dont 142 steamers. Ces quirés ont plus que triplé en 20 ans. La monnaie du Sierre fonctionne dans les îles sur une large échelle et donne d'excellents résultats. À Jersey, émet des billets de banque qui veut. Si ces billets résistent à l'ahue du remboursement, la banque est fondée. Le billet de banque de l'archipel est invariablement d'une livre sterling le jour où le billet à rendre serait compris des Anglo-Normands. L'archipel de la Manche chapitre Xifi. Il le pratiquerait sans nul doute, et l'on aurait ce curieux spectacle de voir le même fait à l'état d'utopie en Europe et de progrès accompli dans les Channel Islands. La révolution lancière serait microscopiquement faite dans ce petit coin du monde. Une intelligence ferme, vive, alerte, rapide, caractérise les Jersiais, qui seraient, s'ils voulaient, d'admirables Français. Les Guernésiais, tout aussi pénétrants et tout aussi solides, sont plus lents. Ce sont de vaillantes et fortes populations, éclairées plus qu'on ne croit, et chez lesquelles on a plus d'un étonnement. Les journaux y abondent, en anglais et en français. Si à Jersey, 4 à Guernesey, de fort grands et de fort bons journaux. Tel est le puissant et irréductible instinct anglais. Supposez une île déserte. Le lendemain de son arrivée, Robinson fait un journal, et vendredi s'y abonne. Pour complément lâche, achat illimité et colossal, pancartes de toutes couleurs et de toutes dimensions, majuscules, images, texte illustré, en plein air, sur tous les murs de Guernesey, une vaste vignette, représentant un homme de 6 pieds de haut, une cloche à la main, sonne le tocsin de l'annonce. Guernesey, à cette heure, a plus d'âge que toute la France. De cette publicité sort la vie de la pensée très souvent, avec des résultats inattendus, nivelant la population par l'habitude de lire, qui produit la dignité des manières. Vous causez sur la route de Saint-Hélier ou de Saint-Pierre-Port avec un passant irréprochable, vêtu de noir, sévèrement boutonné, au linge très blanc, vous parlant de John Brown et s'informant de Garibaldi. C'est un révérend? Point, c'est un Bouvier. Un écrivain contemporain arrive à Jersey, entre chez un épicier et, dans un magnifique salon attenant au magasin, il aperçoit derrière une vitrine ses œuvres complètes reliées, dans une haute et large bibliothèque surmontée d'un buste d'Homère. N.
1. Charles Aspley, Beresford Stray. Chapitre Xiv. Autre particularité. L'autre. On fraternise, on se raille aussi, doucement, Origny, subordonnée à Guernesey, s'en fâche parfois, et voudrait tirer à elle le bailliage et faire de Guernesey son satellite. Guernesey riposte, sans colère, par satrise les populaires. Al, pire, Al, Jean, la Guerneseyvian. Ces insulaires, étant une famille de mères, ont parfois de l'amertume, jamais d'aigreur, qui leur prête des grossièretés, les méconnaît. Nous n'ajoutons aucune fois au prétendu dialogue proverbial entre Jersey et Guernesey. Vous êtes des ânes, réplique. Vous êtes des crapauds. C'est là une salutation dont l'archipel normand est incapable. Vadius et Trissotin devenus deux îles de l'océan. Nous n'admettons point cela. Origny, du reste, a son importance relative. Pour les Casquets, Origny et Londres, là le du garde Farouguet, né au Casquet, t. À l'âge de 20 ans, le voyage d'Origny, elle fut éperdue du tumulte et redemanda son rocher. Elle n'avait jamais vu de bœuf. En apercevant un cheval, elle s'écria: quel gros chien! On est très jeune vieux, non de fait, mais de droit, en ces îles normandes, deux passants causent, le bonhomme qui venait tous les jours par ici. Il est mort, quel âge avait-il? Mais bien 36 ans, les femmes de cette Normandie insulaire sont, est-ce un blâme? Et, ce un éloge? Difficilement servantes, deux dans la même maison ont quelque peine à s'accorder. Elles ne se font aucune concession. De là un service peu souple, très intermittent, et fort chaoté. Elles s'occupent médiocrement de leur maître, sans lui en vouloir. Il devient ce qu'il peut. En 1852, une famille française, débarquée à Jersey à la suite d'événements, prit à son service une cuisinière native de Sainte-Brelade et une femme de chambre native de Bouleyeba. Un matin de décembre, le maître de la maison, levé au petit jour, trouva la porte du logis, qui donnait sur un grand chemin, ouverte à deux battants, et plus de servantes. Ces deux femmes n'avaient pu s'entendre, et à la suite d'une querelle, ayant probablement du reste quelques motifs pour se considérer comme payées de leur gage, elles avaient empaqueté leur nippe et s'en étaient allées, chacune de son côté, au milieu de la nuit, laissant derrière elles leur maître endormi et la porte ouverte. L'une avait dit à l'autre: je ne reste pas avec une beuvresse, et l'autre avait répliqué: je ne reste pas avec une voleresse. Toujours les 2 sur les 10, est une séculaire locution proverbiale du pays. Que signifie est-elle? Que jamais, si vous avez chez vous un homme de peine ou une femme de service, vos 2 yeux ne quittent ses 10 doigts. Conseil de maître avare, c'est la vieille déance qui dénonce la vieille paresse. Diderot raconte que, pour un carreau cassé à sa fenêtre, en Hollande, 5 ouvriers vinrent, un portait la vitre neuve, un le mastic, un le seau d'eau, un la truelle, et un autre l'éponge, en 2 jours, et à eux 5, ils remirent la vitre. Ce sont là, disons-le, les antiques langueurs gothiques, nées du servage comme les indolences créoles sont nées de l'esclavage, vices comme on a tous les peuples, et qui de nos jours disparaissent partout au frottement du progrès, dans les Chanel Island comme ailleurs, et peut-être plus rapidement qu'ailleurs, dans ces industrieuses communautés insues. L'air, l'activité, qui fait partie de la probité, est de plus en plus la loi du travail. Dans l'archipel de la Manche, certaines choses du passé sont encore visibles. Ceci par exemple, cours de fief, tenu en la paroisse de Saint-Ouen, en la maison de M. Malzard, le lundi 22 mai 1854, heure de midi, la cour est présidée par le sénéchal, ayant à sa droite le prévôt et à sa gauche le sergent. Assiste à l'audience, noble écuyer sire de Morville et aux autres lieux, possédant en lige une partie de la paroisse, le sénéchal a requis du prévôt le serment, dont la teneur suit: vous jurez et promettez, par votre foi en Dieu, que bien édellement vous exercerez la charge de prévôt de la cour du F et seigneurie de Morville, et conserverez le droit du seigneuret. Le dit prévôt, ayant levé la main et salué le seigneur, a dit: je la juron. L'archipel normand parle français, avec quelques variantes, comme on voit. Paroisse se prononce paresse. On a un mât à la gante qui n'est pas commua. Comment vous portez-vous? Petitement, moyennement, tout allez-y. C'est-à-dire mal, pas mal, bien, être triste, c'est avoir les esprits bas, sentir mauvais, c'est avoir un mauvais sang causer du dégât, c'est faire du ménage, balayer sa chambre, laver sa vaisselle, être qui s'est piché son fait, le baquet, souvent plein d'immondices, c'est le bouquet, on n'est pas ivre, on est bragi, on n'est pas mouillé, on est mucre,
Être hypocondriaque, c'est avoir d'excès. Une leu est une ardelle. Un tablier est un devantier. Une nappe est un doublier. Une robe est un dresse. Une poche est une pouque. Un tiroir est un alleur. Un chou est une caboche. Une armoire est une presse. Un cercueil est un coreux à mort. Les étrennes sont des irvières. La chaussée est la cochie. Un masque est un visagier. Les pilules sont des boulets. Bientôt, c'est bien du partant. La halle est peu garnie. La denrée est rare. Le poisson et les légumes sont écarts, plaidés. Bâtir, voyager, tenir maison, avoir table ouverte, donner des fêtes, c'est coutageux en Belgique, et dans la Flandre française, frayeux. Noble est un des mots les plus usités dans ce français local. Toute chose réussie est un noble train. Une cuisinière rapporte du marché un noble quartier de veau. Un canard bien nourri est un noble pirot. Une oie grasse est un noble picot. La langue judiciaire et légale a, elle aussi, l'aïère. Goût normand, un dossier de procès, une requête, un projet de loi, sont logés au greux, un père qui marie sale ne lui doit rien pendant qu'elle est couverte de mari. Au terme de la coutume normande, une le non mariée, qui est grosse, désigne le père de son enfant dans la population. Elle le choisit quelquefois un peu. Cela n'est pas sans quelque inconvénient. Le français que parlent les anciens habitants de l'archipel n'est peut-être pas tout à fait de leur faute. Il y a une quinzaine d'années, plusieurs Français arrivèrent à Jersey. Nous venons d'indiquer ce détail. Disons-le en passant, on ne comprenait pas bien pourquoi ils avaient quitté leur pays. Quelques habitants les appelaient ces bio-révoltés. Un de ces Français reçut la visite d'un vieux professeur de langue française, établi depuis longtemps, disait-il, dans le pays. C'était un Alsacien, accompagné de sa femme. Il montrait peu de time pour le français normand qui est l'idiome de la Manche. En entrant, il s'écria: j'ai pieinte la benne à leur abreindre le Vranzais. On parle ici badois. Comment badois? Oui, badois. Ah, pas toi? C'est ça, badois. Le professeur continua ses plaintes sur le badois normand. Sa femme lui ayant adressé la parole, il se tourna vers elle et lui dit: ne me vêtes pas ici de zen gonchical. N. Chapitre XV. Antiquité et antiquaille, coutume, loi et mœurs. Îles normandes, qui possèdent chacune leur collège et de nombreuses écoles, ont d'excellents professeurs, les uns français, les autres garnésiais et jersiais. Quant au patois, dénoncé par le professeur alsacien, c'est une vraie langue, point méprisable du tout. Ce patois est un idiome complet, très riche et très singulier. Il est clair, de sa lueur obscure mais profonde. Les origines de la langue française, ce patois a des savants spéciaux, parmi lesquels il faut citer le traducteur de la Bible en guernesiais, M. Métivier, qui est à la langue celte normande ce que l'abbé Élie Sagaret était à la langue hispano-basque. Il y a dans l'île de Guernesey une chapelle à toit de pierre du Huy. L'archipel de la Manche chapitre XV. 10e siècle, et une statue gauloise du 6e, qui sert de chambranle à une porte de cimetière, exemplaire probablement unique. Un autre exemplaire unique est un descendant de Rollon, très digne gentleman, qui habite paisiblement l'archipel. Il consent à traiter de cousine la reine Victoria. La descendance paraît prouvée et n'a rien d'improbable. Dans ces îles on tient à son blason. Nous avons entendu une M faire ce reproche aux dés: ils nous ont pris nos armoires pour les meurer sur leur tombeau. Un paysan dit: mes ancêtres. Les heures de lice abondent. L'Angleterre prend volontiers les modes que la France quitte. Peu de bourgeois situés entre cours et jardins se privent d'une clôtureur de lysée. On est très chatouilleux sur les mésalliances, dans je ne sais plus laquelle des îles, à Aurigny, je crois, le Hélès d'une dynastie très ancienne de marchands de vin s'étant mésallié avec l'âle d'un chapelier récent. L'indignation fut universelle. Toute l'île blâma ce Hélès et une vénérable dame s'écria: est-ce là une coupe à faire boire à des parents? La princesse palatine n'était pas plus tragiquement exaspérée, quand elle reprochait à une de ses cousines, mariée au prince de Tingry, de s'être encanaillée d'un Montmorency. À Guernesey donner le bras à une femme signée en saille. Une nouvelle mariée, les 8 jours qui suivent sa noce, ne sort que pour aller au OC. Un peu de prison assaisonne la lune de miel, une certaine honte est d'ailleurs convenable. Le mariage exige si peu de formalité qu'il peut être latent. Caaigne, à Jersey, a entendu cet échange de questions et de réponses entre une mère vieille femme et Sal, âgée de 40 ans. Pourquoi n'épousez-vous pas ce Steuven? Vous voulez donc, comme ma mère, que je l'épouse 2 fois? Comment cela? Voilà 4 mois que nous sommes mariés. À Guernesey, en octobre 1863, une leu a été condamnée à 6 semaines de prison pour avoir ennuyé son père. N. Chapitre XVIII. Suite des particularités.
La Manche n'a encore que deux statues, l'une à Guénézet, du prince consort, l'autre à Jersey, qu'on appelle le roi doré. On la nomme ainsi, ignorant quel personnage elle présente et ne sachant pas qui elle immortalise, elle est au centre de la grande place de Saint-Hélier. Une statue anonyme, c'est toujours une statue. Cela hâte l'amour propre d'une population. C'est probablement la gloire de quelqu'un. Rien ne sort plus lentement de terre qu'une statue, et rien ne pousse plus vite. Quand ce n'est pas le chêne, c'est le champignon. Shakespeare attend toujours sa statue en Angleterre. Beccaria attend toujours sa statue en Italie. Mais il paraît que M. Dupin va avoir la sienne en France. On aime avoir ces hommages publics rendus aux hommes qui honorent un pays, comme à Londres, par exemple, où l'émotion, l'admiration, le regret et la foule en deuil ont été crescendo aux trois enterrements de Wellington, de Palmerston et du boxeur Tom Seyé. Jersey a un manteau pendu, ce qui manque à Guernesey, il y a 60 ans on a pendu un homme à Jersey pour 12 sous pris dans un tiroir. Il est vrai qu'à la même époque en Angleterre on pendait un enfant de 13 ans pour un vol de gâteau et en France on guillotinait le surc innocent, beauté de la peine de mort. Aujourd'hui Jersey, plus avancé que Londres, ne tolérerait plus le gibet, la peine de mort y est tacitement abolie. En prison on surveille fort les lectures, un prisonnier n'a droit qu'à la Bible. En 1830, on permit à un Français condamné à mort nommé Béas de lire, en attendant la potence, les tragédies de Voltaire. Cette énormité ne serait plus tolérée aujourd'hui. Ce Béas est l'avant-dernier pendu de Guernesey. Papné et sera, espérons-le, le dernier. Jusqu'en 1825, le bailli de Guernesey recevait pour traitement les 30 livres tournois qu'il avait au temps d'Édouard Tichy. Environ 50 francs, aujourd'hui il a 300 livres sterling. À Jersey, la cour royale se nomme la co, une femme qui fait un procès s'appelle l'actrice. À Guernesey, on condamne les gens au fouet. À Jersey, on met l'accusé dans une cage de fer. On rit des reliques des saints. Mais on vénère les vieilles bottes de Charles II II. Elles sont respectueusement conservées au manoir de Saint-Gwen. La dîme est en vigueur. On rencontre en se promenant les magasins des dîmeurs. Le jambage semble aboli, mais le poulage sévit. Celui qui écrit ces lignes donne 2 poules par an à la reine d'Angleterre. L'impôt est un peu bizarrement assis sur la fortune totale réelle ou conjecturée du contribuable. Ceci a l'inconvénient de ne point attirer dans l'île les grands consommateurs. M. de Rothschild, s'il habitait à Guernesey quelques jolis cottages achetés une vingtaine de mille francs, payerait 1500 000 francs d'impôts par an. Ajoutons que, s'il ne résidait que 5 mois de l'année, il ne payerait rien. C'est le 6e mois qui est grave. Climat, un printemps répandu, l'hiver, soit, l'été, sans doute mais sans excès. Jamais de Sénégal, jamais de Sibérie. Les îles de la Manche sont les îles d'ailleurs de l'Angleterre. On y envoie les poitrines délicates d'Albion. Telle paroisse de Guernesey, Saint-Martin, par exemple, passe pour une petite Nice. Aucune Tempée, aucune Gémeneau, aucun Valais-Suzon ne dépasse la vallée des Vaux à Jersey et la vallée des Talbots à Guernesey. À ne voir que les versants méridionaux, rien de plus vert, de plus tiède et de plus frais que cet archipel. L'aïglifie est possible. Ces petits y ont leur grand monde. On y parle français. Nous venons de le rappeler. On dit dans la haute société. Elle a Z une rose à son chapeau. À cela près. Conversation charmante. Jersey admire le général Don. Guernesey admire le général Doyle. Ce sont 2 anciens gouverneurs du commencement de ce siècle. On trouve à Jersey Donstray et à Guernesey Doyle-Rad. En outre, Guernesey a bâti et dédié à son général une grande colonne qui domine la mer et qu'on voit des casquets, et Jersey a fait cadeau au sien d'un cromlech. Ce cromlech avoisinait Saint-Hélier. Il était sur la colline où est aujourd'hui le fort Régent. Le général Don a accepté le cromlech, l'a fait charrier bloc à bloc sur le rivage, l'a embarqué sur une frégate et l'a emporté. Ce monument était la merveille des îles de la Manche. Il était le seul cromlech circulaire de l'archipel. Il avait vu les Cimériens qui se souvenaient de Tubalacain, de même que les Esquimaux se souviennent de Probiché. Il avait vu les Celtes dont le cerveau est au cerveau actuel comme 13 est à 18. Il avait vu ces étranges donjons de bois dont on retrouve les carcasses dans les tumulus et qui font hésiter l'esprit entre l'étymologie d'Omgio de Ducange et l'étymologie de Mijonto de Barleycourt. Il avait vu les casse-têtes de silex et les haches druidiques. Il avait vu le grand Eutatès d'Osier. Il existait avant la muraille romaine. Il contenait 4000 ans d'histoire. La nuit les matelots apercevaient de loin dans l'éclair de lune cette énorme couronne de roches droites sur la haute falaise de Jersey. Aujourd'hui c'est un tas de pierres dans un coin d'un Yorkshire quelconque. N. Chapitre XVI. Compatibilité des extrêmes. Dîme existe.
La paroisse existe, le seigneur existe, il y a le seigneur de F et le seigneur de Manoir, la clameur de Haro existe, la cause en clameur de Haro entre Nicole Écuyer et Godfrey, seigneur de Mélèche, a été appelé devant les messieurs de justice, après que la cour a été assise par la prière d'usage. Jersey, 1864. La livre tournoi existe, la saisine et la dessaisine existent, le droit de commise existe, la mouvance existe, le retrait lignagé existe, le passé existe. On est messire, il y a bailli, il y a sénéchal, il y a centenier, vingtenier et douzenier, il y a vingtaine à Saint-Sauveur et cueillette à Saint-Douane il y a tous les ans, pour le branchage des routes, chevaucher des connétables, le vicomte est en tête, tenant à la main la perche royale, il y a l'heure canonique, qui est avant midi, Noël, Pâques, la Saint-Jean et la Saint-Michel sont les échéances légales, on ne vend pas. Un immeuble, on le baille, on entend de ces dialogues devant justice, prévôt, est-ce le jour, le lieu et l'heure auquel les plaides de la cour du F et seigneurie ont été publiées, oui, amen, amen, le cas du manant que sa tenure soit dans les enclaves est prévu, il y allait. Casualité, trésor trouvé, noces, etque dont le seigneur peut proter, il y a jouissance du seigneur par voie de garde jusqu'à ce qu'il se pressente partie capable, il y a ajour et aveu, record et double record, il y a chef plaide, aeument, en possession, alleux, droits régaux. Plein Moyen-Âge, direz-vous? Non? Pleine liberté, arrivez, vivez, exitez. Allez où vous voudrez, faites ce que vous voudrez, soyez qui vous voudrez. Nul n'a droit de savoir votre nom. Avez-vous un Dieu à vous? Prêchez-al, avez-vous un drapeau à vous? Arboréal. Où? Dans la rue? Il est blanc? Soit? Il est bleu? Très bien. Il est rouge? Le rouge est une couleur. Vous plaît-il de dénoncer le gouvernement? Montez sur la borne et parlez. Voulez-vous vous associer publiquement? Associez-vous comme bien, tant que vous voudrez. Quelle limite? Nulle limite. Avez-vous envie d'assembler le peuple? Faites. En quel lieu? Dans la place publique. J'attaquerai la royauté. Cela ne nous regarde pas. Je veux Acher. Voilà les murailles. Pensez, parlez, écrivez, imprimez, haranguez, c'est votre affaire. Tout entendre et tout lire, d'un côté, cela implique, de l'autre, tout dire et tout écrire. Donc franchise absolue de parole et de presse, et imprimeur qui veut, et apôtre qui veut, et pontife qui peut, il ne tient qu'à vous d'être pape, vous n'avez pour cela qu'à inventer une religion, imaginez une nouvelle forme de Dieu dont vous vous ferez le prophète, personne n'a rien à y voir, au besoin les policemen vous aident, d'entrave point, toute liberté est spectacle grandiose, on discute la chose jugée, de même qu'on sermonne le prêtre, on juge le juge, les journaux impriment. Hier la Cour a rendu un arrêt inique, l'erreur judiciaire possible n'a droit, chose étonnante, à aucun respect. La justice humaine est livrée aux contestations comme la révélation céleste, l'indépendance individuelle irait difficilement plus loin, chacun est son propre souverain, non de par la loi, mais de par les mœurs, souveraineté si entière et si mêlée à la vie qu'on ne la sente, pour ainsi dire, plus, le droit est devenu respirable, il est incolore, inaperçu et nécessaire comme l'air, en même temps, on est loyal, ce sont des citoyens qui ont la vanité d'être sujets. Au total, le XIXe siècle règne et gouverne, il entre par toutes les fenêtres de ce Moyen-Âge resté debout. La vieille légalité normande est de part en part traversée par la liberté, cette masure est pleine de cette lumière, jamais anachronisme ne fut si peu réfractaire, l'histoire fait gothique cet archipel, l'industrie et l'intelligence le font actuel, il échappe à l'immobilisation par le simple jeu des poumons du peuple, ce qui n'empêche pas qu'on ne soit seigneur de Mélèche, une féodalité de droit, une république de fait, tel est le phénomène. Cette liberté sera une exception, une seule, nous l'avons indiqué déjà. Il existe en Angleterre un tyran, le tyran des Anglais a le même nom que le créancier de Don Juan, il s'appelle Dimanche. L'Angleterre est le peuple qui a dit Timmy Money. Le tyran Dimanche réduit la semaine assétive à 6 jours, c'est-à-dire prend aux Anglais le 7e de leur capitale. Et aucune résistance n'est possible. Le dimanche règne par les mœurs, despote bien autre que les lois. Le dimanche, ce roi d'Angleterre, a pour prince de Galles le spleen. Il a le droit d'ennui, il ferme les ateliers, les laboratoires, les bibliothèques, les musées, les théâtres, presque les jardins et les bois. Du reste,
Insistons y. Le dimanche anglais opprime moins Jersey que Guernesey. À Guernesey, une pauvre tavernière française verse un verre de bière à un promeneur. C'est le dimanche, 15 jours de prison, un proscrit, Gauthier, veut travailler le dimanche à haine de nourrir sa femme et ses enfants. Il ferme ses volets pour qu'on n'entende pas son marteau. Si on l'entend, amende, un dimanche, un peintre, frais débarqué de Paris, s'arrête sur un chemin pour dessiner un arbre, un centenier l'interpelle, lui enjoint de cesser ce scandale et, par clémence, veut bien ne point le loger au greu. Un barbier de Southampton rase un passant le dimanche, il paye 3 livres sterling et c'est tout simple, Dieu s'étant reposé ce jour-là. Heureux, du reste, le peuple qui est libre 6 jours sur 7, dimanche étant donné comme synonyme de servitude, nous connaissons des nations dans la semaine à 7 dimanches. Tôt ou tard, ces dernières entraves tomberont, sans doute l'esprit d'orthodoxie est tenace, sans doute le procès intenté à l'évêque Colenso, par exemple, est grave, pensez pourtant au chemin qu'a fait l'Angleterre dans La liberté depuis le temps où Eliot était traduit en cour d'assises pour avoir dit que le soleil était habité. Il y a un automne pour la chute des préjugés, c'est l'heure du déclin des monarchies, cette heure est arrivée. La civilisation de l'archipel normand est en marche et ne s'arrêtera pas, cette civilisation est autochtone, ce qui ne l'empêche point d'être hospitalière et cosmopolite. Elle a reçu au XVIIe siècle le contre-coup de la Révolution anglaise et au XIXe le contre-coup de la Révolution française, elle a eu 2 fois le profond tremblement de l'indépendance. Au surplus, tous les archipels sont des pays libres, mystérieux travail de la mer et du vent. N. Chapitre Xi et Asile. Redoutables, se sont adoucies, elles étaient écueils, elles sont refuges, ces lieux de détresse sont devenus des points de sauvetage, qui sort du désastre, émergent là, foulés. Naufragés y viennent, celui-ci des tempêtes, celui-là des révolutions. Ces hommes, le marin et le proscrit, mouillés d'écumes diverses, se sèchent ensemble à ce tiède soleil. Chateaubriand, jeune, pauvre, obscur, sans patrie, s'est assis sur une pierre du vieux quai de Guernesey. Une bonne femme lui a dit: désirez-vous, mon ami? C'est une grande douceur pour le banni français, et presque un apaisement mystérieux, de retrouver dans les channels islants cet idiome qui est la civilisation même, ces accents de nos provinces, ces cris de nos ports, ces refrains de nos rues et de nos campagnes. Reminisciture argot, Louis XIV a jeté dans cette antique peuplade normande un contingent utile de braves Français parlant purement, la révocation de l'édit de Nantes a ravitaillé dans les îles la langue française, les Français hors de France vont volontiers faire leur temps. Dans cet archipel de la Manche, ils promènent dans ces rochers leurs rêveries d'hommes qui attendent. Ce choix s'explique par le charme d'y retrouver l'idiome natal. Le marquis de Rivière, le même à qui Charles X disait, à propos, j'ai oublié de te dire que je t'avais fait duc, pleurait devant les pommiers de Jersey et préférait le Pirarade de Saint-Hélier à l'Oxford Street de Londres. C'est dans ce Pirarade que logeait le duc d'Anville, qui était Rohan et la Rochefoucauld. Un jour, M. d'Anville, qui avait un vieux basset de chasse, eut à consulter pour sa santé un médecin de Saint-Hélier, qu'il trouva bonne aussi pour son chien. Il demanda au médecin Jersier une ordonnance pour son basset. Le chien n'était pas même malade, et c'était une gaieté de grand seigneur. Le docteur donna son avis. Le lendemain, le duc reçut du docteur une note ainsi conçue. 2 consultations. 1 pour M. le duc, 1 louis. 2 pour son chien, 10 louis. Ces îles ont été des lieux d'abri de la destinée. Toutes les formes de la fatalité les ont traversées, depuis Charles II second sortant de Cromwell jusqu'au duc de Berry, allant à Louvel. Il y a 2000 ans, César, promis à Brutus, y était venu. À dater du XVIIe siècle, ces îles ont été fraternelles au monde entier. L'hospitalité est leur gloire, elles ont l'impartialité de l'asile royaliste, elles accueillent la République vaincue, huguenote, elles admettent le catholicisme émigré, elles lui font même cette politesse, nous l'avons dit, de haïr autant que lui Voltaire, et comme, selon beaucoup de gens, et surtout selon les religions d'État, haïr nos ennemis c'est la meilleure manière de nous aimer, le catholicisme doit se trouver fort aimé dans les îles de la Manche. Pour le nouveau venu sorti d'un naufrage et faisant là un stage dans la destinée inconnue, quelquefois l'accablement de ces solitudes est profond, il y a du désespoir dans l'air, et tout à coup on y sent une caresse. Un souhait passe qui vous relève, c'est ce souhait, une note, un mot, un soupir, un rien, ce rien suté qui n'a senti en ce monde la puissance de ceci, un rien. Il y a 10 ou 12 ans, un Français, débarqué depuis peu à Guernesey, rôdait sur une des grèves de l'Ouest,
seul, triste, amer, songeant à la patrie perdue, à Paris, en âne, à Guernesey, en rôde, cette île lui apparaissait. Lugubre, la brume couvrait tout, la côte sonnait sous la vague, la mer fessait sur les rochers d'immenses décharges d'écume, le ciel était hostile et noir. On était pourtant au printemps, mais le printemps de la mer a un nom farouche, il s'appelle équinoxe. Il est plus volontiers ouragan que zéphyr, et l'on pourrait citer un jour de mai où l'écume, sous ce sous-eux, a sauté 20 pieds au-dessus de la pointe du mât de signal qui est sur la plus haute plateforme du château Cornet. Ce Français avait le sentiment qu'il était en Angleterre. Il ne savait pas un mot d'anglais, il voyait un vieil Union Jack déchiré par le vent, ôté sur une tour ruinée au bout d'un cap désert. 2 ou 3 chaumières étaient là, au loin tout était sable, bruyère, lande, ajoncs épineux. Quelques batteries rasantes, à l'argent de brasure montraient leurs angles. Les pierres taillées par l'homme avaient la même tristesse que les rochers maniés par la mer. Le Français sentait poindre en lui cet épaississement du deuil intérieur qui commence la nostalgie. Il regardait, il écoutait. Pas un rayon, des cormorans en chasse, des nuages en fuite. Partout sur l'horizon une pesanteur de plomb, un vaste rideau livide tombant du zénith, le spectre du spleen dans le linceul des tempêtes, rien nulle part qui ressemblât à l'espérance, et rien qui ressemblât à la patrie. Le Français songeait, de plus en plus assombri. Tout à coup il releva la tête, une voix sortait d'une des chaumières entra ouverte, une voix claire, fraîche, délicate, une voix d'enfant, et cette voix chantait. La clé des champs, la clé des bois, la clé des amourettes. N. Chapitre 6. De la France dans l'archipel ne sont pas également gracieuses. Nous connaissons un passant qui, dans l'admirable île de Sercq, un dimanche, a entendu dans la cour d'une ferme ce couplet d'un ancien cantique huguenot français, très solennellement chanté en chœur par des voix religieuses ayant le grave accent calviniste. Tout le monde pue, 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 comme une charogne. Gnac, 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 mon doux Jésus, qui est l'odeur bonne. Il est mélancolique et presque douloureux de penser qu'on est mort dans les Cévennes sur ces paroles à ce couplet, d'un mot comique involontaire, et tragique. On en rit, on en devrait pleurer, sur ce couplet. Bossuet, l'un des 40 de l'Académie française, criait « Tu, tu ». L'archipel de la Manche chapitre 6. Du reste, pour le fanatisme, hideux quand il persécute, auguste et touchant quand il est persécuté, l'hymne extérieur n'est rien. Il a son grand et sombre hymne intérieur qu'il chante mystérieusement en son âme à travers toutes les paroles. Il pénètre de sublime même le grotesque et, quelle que soit la poésie et la prose de ses prêtres, il trembure cette prose et cette poésie par l'immense harmonie latente de sa foi, il corrige la difformité des formules par la grandeur des épreuves acceptées et des supplices subis, où la poésie manque, il met la conscience, le libretto du martyr peut être plat, qu'importe si le martyr est magnanime. N. Chapitre XX Homo et Dax. Donner la conjuration d'une île change, une île est une construction de l'océan, la matière est éternelle, non l'aspect, tout sur la terre est perpétuellement pétri par la mort. Même les monuments extra-humains, même le granit, tout se déforme, même l'informe, les édicés de la mer s'écroulent comme les autres. La mer qui les a élevés, les renverse. En 1500 ans, seulement entre l'embouchure de l'Elbe et l'embouchure du Rhin, 7 îles sur 23 ont sombré. Cherchez les eaux fonds de la mer, c'est au XIIIe siècle que la mer a fait le Zuiderzee. C'est au XVe qu'elle a créé la baie de Birabosch en supprimant 22 villages, c'est au XVIe qu'elle a improvisé le golfe de Dollar, en engloutissant au Rhum, il y a 100 ans, devant le bourg d'eau, aujourd'hui coupé à pic sur la falaise normande, on voyait encore sous les vagues le clocher de l'ancien bourg d'eau submergé, à Écréaou on dit Tingue, dit-on, parfois, à marée basse, les arbres aujourd'hui sous-marins. De la forêt druidique noyée au 8e siècle, jadis Guernesey adhérait à Hermes, Hermes à Sercq, Sercq à Jersey et Jersey à la France. Entre la France et Jersey, un enfant enjambait le détroit, on y jetait un fagot, quand l'évêque de Coutances passait, pour que l'évêque ne se mouille point les pieds. La mer est dit et démolie, et l'homme aide la mer, non à bâtir, mais à détruire. De toutes les dents du temps, celle qui travaille le plus, c'est la pioche de l'homme. L'homme est un rongeur, tout sous lui se maudit et s'altère, soit pour le mieux, soit pour le pire. Ici il dégure, là il trangure, la brèche de Roland n'est pas si fabuleuse qu'elle en a l'air. L'entaille de l'homme est sur la nature, la balafre du travail humain n'est visible sur l'œuvre divine.
Il semble que l'homme soit chargé d'une certaine quantité d'achèvement. Il approprie la création à l'humanité, telle est sa fonction. Il en a l'audace, on pourrait presque dire, l'impiété. La collaboration est parfois offensante. L'homme, ce vivant à brève échéance, ce perpétuel mourant, entreprend l'un nid. À tous les yeux érudits de la nature, à l'élément qui veut communiquer avec l'élément, au phénomène ambiant, à la vaste navigation des forces dans les profondeurs, l'homme sinueux son blocus, il dit lui aussi son tu n'iras pas plus loin, il a sa convenance, et il faut que l'univers l'accepte. N'a-t-il pas d'ailleurs un univers à lui? Il entend en faire ce que bon lui semble. Un univers est une matière première, le monde, œuvre de Dieu, et le canevas de l'homme. Tout borne l'homme mais rien ne l'arrête. Il réplique à la limite par l'enjambée. L'impossible est une frontière toujours reculante. Une formation géologique qui a à sa base la boue du déluge et à son sommet la neige éternelle est pour l'homme un mur comme un autre. Il la perce, et passe outre. Il coupe un isthme, fort un volcan, menuise une falaise et vide un gisement, mais un promontoire en petits morceaux. Jadis il se donnait toute cette peine pour Xerxès. Aujourd'hui, moins bête, il se la donne pour lui-même. Cette diminution de bêtise s'appelle le progrès. L'homme travaille à sa maison, et sa maison c'est la terre. Il dérange, déplace, supprime, abat, rase, mine, sape, creuse, fouille, casse, pulvérise, pèse cela, abolit ceci, et reconstruit avec de la destruction. Rien ne le fait hésiter. Nulle masse, nul encombrement, nulle autorité de la matière splendide, nulle majesté de la nature, si les énormités de la création sont à sa portée, il les bat en brèche, ce côté de Dieu qui peut être ruiné le tente, et il monte à l'assaut de l'immensité, le marteau à la main. L'avenir verra peut-être mettre en démolition les Alpes globes, laisse faire ta fourmi. L'enfant, brisant son jouet, a l'air d'en chercher l'âme et l'homme aussi semble chercher l'âme de la terre. Pourtant, ne nous exagérons pas notre puissance. Quoi que l'homme fasse, les grandes lignes de la création persistent. La masse suprême ne dépend point de l'homme, il peut sur le détail et non sur l'ensemble. Et il est bon que cela soit ainsi, le tout est providentiel. Les lois passent au-dessus de nous, ce que nous faisons ne va pas au-delà de la surface. L'homme habille ou déshabille la terre, un déboisement est un vêtement qu'on ôte. Mais ralentir la rotation du globe sur son axe, accélérer la course du globe dans son orbite, ajouter ou retrancher une toise à l'étape de 718 000 lieues par jour que fait la Terre autour du Soleil maudit et la précession des équinoxes, supprimer une goutte de pluie, jamais. Ce qui reste en haut reste en haut, l'homme peut changer le climat, non la saison. Faites donc rouler la lune ailleurs que dans l'écliptique. Des rêveurs, quelques-uns illustres, ont rêvé la restitution du printemps perpétuel à la Terre. Les saisons extrêmes, été et hiver, sont produites par l'excès d'inclinaison de l'axe de la Terre sur le plan de cette écliptique dont nous venons de parler. Pour supprimer ces saisons, il suffirait de redresser cet axe, rien de plus simple, planter dans le pôle un pieu allant jusqu'au centre du globe, attacher y une chaîne, trouver hors de la Terre un champ de tirage, ayez 10 milliards d'attelages de 10 milliards de chevaux chacun, faites tirer, l'axe se redressera, et vous aurez votre printemps, on le voit, pas grand-chose à faire. Cherchons ailleurs l'Éden, le printemps est bon, la liberté et la justice valent mieux, l'Éden est moral et non matériel. Être libre et juste, cela dépend de nous. La sérénité est intérieure, c'est au-dedans de nous, c'est notre printemps perpétuel. N. Chapitre 6. Puissance des casseurs de pierre. Trinacrie, la reine des Trinacries, c'est la Sicile. La Sicile appartenait à Neptune, et chacun de ces trois angles était dédié à l'une des pointes du trident. Les trois caps portaient trois temples, l'un à Dextra, l'autre à Dubia, l'autre à Sinistra. Dextra était la pointe des œuvres, Sinistra, la pointe des mers, Dubia, la pointe des pluies. Quoi qu'en ait dit le pharaon Psaméti, menaçant Thrasidée, roi d'Agrigente, de faire la Sicile ronde comme un disque, ces Trinacries échappent au remaniement de l'homme, et garderont leurs trois promontoires jusqu'à ce que le déluge qui les a fait vienne les défaire. La Sicile aura toujours son cap Pelor vers l'Italie, son cap Pachnom vers la Grèce et son cap Lilybée vers l'Afrique, et Guernesey aura toujours sa pointe de l'Ancresse au nord, sa pointe de Pleinmont au sud-ouest, et sa pointe de Cherbourg au sud-est. L'archipel de la Manche chapitre 6. À cela près, l'île de Guernesey est en pleine démolition, ce granit est bon, qui en veut? Toute la falaise est mise en adjudication, les habitants vendent l'île en détail,
Le curieux rocher La Roque au diable a été dernièrement brocanté pour quelques livres sterling. La vaste carrière de la vie a beau dû épuiser. On passera à une autre. Toute l'Angleterre demande de cette pierre. Rien que pour la digue construite sur la Tamise, il en faudra 200 000 tonnes. Les personnes loyales qui tiennent à la solidité des statues royales ont fort regretté que le piédestal du bronze Albert, qui est en granit de Chezerigneux, n'ait pas été fait en bonne roche de Guernesey. Quoi qu'il en soit, les côtes de Guernesey tombent sous la pioche, en 4 ans, à Saint-Pierre-Port, sous les fenêtres des habitants de la Fallu. Une montagne a disparu. Et cela se fait en Amérique comme en Europe. À l'heure qu'il est, Valparaiso est en train de vendre à l'enchère aux équarrisseurs les collines magnifiques et vénérables qu'il avait fait surnommer Vallée Paradis. Les anciens Guernésiens ne reconnaissent plus leur île. Ils seraient tentés de dire: on m'a changé mon lieu natal. Wellington le disait de Waterloo. Qui était son lieu natal à lui? Ajoutez à cela que Guernesey, qui jadis parlait français, parle aujourd'hui anglais. Autre démolition. Jusque vers 1805, Guernesey a été coupée en 2 îles. Un œuf de mer la traversait de part en part, du mont Crevel de l'Est au mont Crevel de l'Ouest. Ce bras de mer débouchait à l'Oxide vis-à-vis les Fresquiers et les 2 sauts de Roquier. Il avait des baies entrantes assez avant dans les terres, une allait jusqu'à Salterne. On nommait ce bras de mer la Braille du Val. Saint-Sampson, au siècle dernier, était un amarrage de barques des 2 côtés d'une rue de l'océan, rue étroite et sinueuse, de même que les Hollandais ont desséché le lac de Haarlem dont ils ont fait une plaine assez laide. Les Guernésiens ont comblé la Braille du Val, à cette heure prairie. De la rue ils ont fait un cul-à-des-sacs. Ce cul-à-des-sacs est le port de Saint-Sampson. N. Chapitre 6. Bonté du peuple de l'archipel. L'archipel normand l'aime, qui l'a habité, l'estime. C'est là un noble petit peuple, grand par l'âme. Il a l'âme de la mer. Ces hommes des îles de la Manche sont une race à part. Ils gardent sur la grande terre on ne sait quelle suprématie. Ils le prennent de haut avec les Anglais, disposés parfois à dédaigner ces 3 ou 4 pots de heure dans cette pièce d'eau. Jersey et Guernesey répliquent: nous sommes les Normands, et c'est nous qui avons conquis l'Angleterre. On peut sourire, on peut admirer aussi. Un jour viendra où Paris mettra ses îles à la mode et fera leur fortune. Elles le méritent, une prospérité sans cesse croissante les attend le jour où elles seront connues. Elles ont ce singulier attrait de combiner un climat fait pour l'oisiveté avec une population faite pour le travail. Cet églogue est un chantier, l'archipel normand a moins de soleil que les Cyclades. Mais plus de verdure, autant de verdure que les Orcades, et plus de soleil. Il n'a pas le temple d'Astipalé, mais il a les cromlechs. Il n'a pas la grotte de Fingal, mais il a cercle le moulin huet vaut le Tréport. La grève d'Azet vaut Trouville, Piémont vaut Étretat. Le pays est beau, le peuple est bon, l'histoire est terre, le côté sauvage est majestueux, l'archipel a un apôtre, Hélier, un poète robérois, un héros, Piesson. Plusieurs des meilleurs généraux et des meilleurs amiraux de l'Angleterre sont nés dans l'archipel. Ces pauvres pêcheurs sont dans l'occasion manie que, dans les souscriptions pour les inondés de Lyon et les Ahamés de Manchester, Jersey et Guernesey ont plus donné, proportion gardée, que la France et l'Angleterre. Ces peuples ont gardé de leur vieille vie de contrebandiers un goût hautain pour le risque et le danger. Ils vont partout, ils essaiment. L'archipel normand colonise aujourd'hui, comme jadis l'archipel grec. C'est là une gloire. Il y a des Jersiais et des Guernésiens en Australie, en Californie, à celle de l'Amérique du Nord à son Jersey, et son Guernesey, qui est dans l'Ohio. Ces Anglo-Normands, quoiqu'un peu ankylosés par les sectes, ont une incorruptible aptitude au progrès, toutes les superstitions, soit, mais toute la raison aussi. Est-ce que la France n'a pas été brigande? Est-ce que l'Angleterre n'a pas été anthropophage? Soyons modestes, et pensons à nos ancêtres tatoués. Où prospérait le banditisme, le commerce règne, transformation superbe, œuvre des siècles, sans doute, mais des hommes aussi, ce magnanime exemple, c'est ce microscopique archipel qui le donne. Ces épaisses de petites nations-là font la preuve de la civilisation, aimons Léo et vénérons sale ces microcosmes rehet en petit, dans toutes ses phases, la grande formation humaine, Jersey, Guernesey, Aurigny, ancien repère, atelier à présent, ancien écueil, port maintenant. Pour l'observateur de cette série d'avatars qu'on appelle l'histoire, pas de spectacle plus émouvant que de voir lentement et par degrés monter et surgir au soleil de la civilisation ce peuple nocturne de la mer. L'homme des ténèbres se retourne et fait face à l'aurore. Rien n'est plus grand, rien. 1. Voici, en particulier, pour Guernesey et pour les inondés français de 1856, la proportion des sommes souscrites. La France a donné par tête d'habitant 30 centimes, l'Angleterre
10 centimes, Guernesey 38 centimes. N'est plus pathétique, jadis forban, aujourd'hui ouvrier. Jadis sauvage, aujourd'hui citoyen, jadis loup, aujourd'hui homme. A-t-il moins d'audace qu'autrefois? Non, seulement cette audace va à la lumière. Quelle splendide différence entre la navigation actuelle, côtière, riveraine, marchande, honnête, fraternelle, et le vieux dromon informe ayant pour devise Homo homini morutrum. Le barrage s'est fait pont, l'obstacle est devenu laide. Là où ce peuple a été pirate, il est piloté, il est plus entreprenant et plus hardi que jamais. Ce pays est resté le pays de l'aventure en devenant le pays de la probité. Plus le point de départ a été Inmeux, plus on est attendri de l'ascension. La hante du nid sur la coquille de l'œuf fait admirer l'envergure de l'oiseau. C'est en bonne part qu'on pense aujourd'hui à l'ancienne piraterie de l'archipel normand. En présence de toutes ces voiles charmantes et sereines triomphalement guidées à travers ces dédales de haut et d'écueil par le phare lenticulaire et la light à tous électrique. On songe, avec le bien-être de conscience inhérent au progrès constaté, à ces vieux marins furtifs et farouches, naviguant jadis, en des chaloupes sans boussole, sur les vagues noires lividement éclairées de loin en loin, de promontoire en promontoire, par ces antiques brasiers à frissons de âme, que tourmentaient dans des cages de fer les immenses vents des profondeurs. N. 16.